BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Bienvenue dans BFM Crypto, le club. Je suis ravie de vous retrouver pour cette émission du jeudi. Elle est particulière parce qu'on répond à toutes vos questions, celles que vous nous posez sur notre adresse crypto@bfmbusiness.fr. Et pour vous répondre aujourd'hui, que vous nous ayez posé des questions de novices ou d'investisseurs avertis qui voulaient continuer à investir, nous avons sur ce plateau Morgane Landu, fondatrice de Crypto 360. Ravie de vous retrouver, Morgane. Et face à vous, Manuel Valente, cofondateur de Coinhouse et directeur scientifique également. C'est bien ça? Absolument. Ravi de vous retrouver sur ce plateau, Manuel. Écrivez-nous, on est là pour vous répondre toutes les semaines sur les cryptos. BFM Crypto, le club, c'est parti. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec cette question de Vincent pour vous, Manuel. J'aimerais des informations fiables sur la plateforme Nexo qui rapporte de très bons rendements en crypto stablecoin. Ce que je ne comprends pas, c'est comment elle peut fournir de tels rendements de l'ordre de 8 à 14% annuels, soi-disant sans risque. Est-ce que vous pensez que cette plateforme est sécurisée? Manuel. Alors, la première chose à affirmer, c'est que oui, 14%, c'est quand même beaucoup. Sur les marchés traditionnels, en général, aujourd'hui, on va pouvoir trouver du 4% sur du dollar. Donc 14%, c'est quand même relativement surprenant. Alors, quand on regarde un peu les informations autour de Nexo, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est une plateforme qui est basée en Suisse. C'est une plateforme qui est dans le monde de la crypto depuis déjà relativement longtemps, puisqu'ils sont présents depuis 2016, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est une plateforme qui fonctionne sur le principe du dépôt-emprunt. C'est-à-dire, en gros, vous déposez des fonds et en face, vous avez quelqu'un qui va les emprunter pour des besoins qui peuvent être d'investissement ou d'achat ou quoi que ce soit. Ce qu'il faut rappeler, bien évidemment, c'est que si vous offrez 8% en taux d'intérêt sur un dépôt, ça veut dire qu'en face, vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui est capable de payer 8% en emprunt. Alors, ce qu'on voit quand on voit sur Nexo, c'est la première chose, c'est jusqu'à 14% ou jusqu'à 8%. Donc évidemment, on n'est pas forcément toujours sur les taux les plus élevés. Oui. Et la plupart du temps, on ne sera absolument pas sur ces taux aussi importants. Alors, la plateforme Nexo, elle réussit quand même à booster ces taux avec quelques astuces. La première, c'est que vous allez pouvoir, par exemple, bloquer vos fonds. Si vous parvenez à bloquer vos fonds pendant quelques mois, eh bien, forcément, vous allez avoir un taux d'intérêt qui va être un peu plus élevé. Et également, ce qu'elle va vous proposer, c'est de vous payer les taux d'intérêt en partie avec le jeton Nexo, qui est fabriqué par l'entreprise Nexo elle-même, donc évidemment qui ne lui coûte rien. Alors évidemment, ça pose un risque, c'est plus délicat que d'être payé directement avec un taux d'intérêt natif sur ce que vous avez déposé, mais malgré tout, ça peut être intéressant. Alors oui, il y a du risque, surtout si évidemment vous optez pour être payé directement avec les tokens Nexo. Il faut quand même affirmer que Nexo, ils disent avoir sur leur site un fonds de garantie de 375 millions de dollars, ce qui est quand même relativement raisonnable pour pouvoir rembourser les gens en cas de problème. Et la dernière chose qu'il faut affirmer, c'est que c'est une plateforme qui n'est pas régulée PSAN, donc qui n'est pas régulée par l'AMF. Donc là aussi, un petit degré de risque. Donc ce qu'on peut affirmer, c'est que c'est une plateforme sérieuse, que vous n'obtiendrez probablement pas 14% de taux d'intérêt, mais probablement un peu moins, avec un certain degré de risque, comme dans tout investissement. Voilà, avec ces réponses, vous pouvez arbitrer, peut-être mettre une partie seulement de vos investissements dessus pour tester, mais vous avez un petit peu des chiffres, des données chiffrées sur cette plateforme Nexo. Voilà la réponse à Vincent. Gérard nous a écrit 2 fois, Morgane, pour nous dire « Je trade de la crypto, notamment du Bitcoin, je trade. Les gains effectués sont-ils à déclarer et si oui, comment et à qui, Morgane ?» Oui, alors je suppose que Gérard est français, donc je vais parler évidemment de la taxation française. Alors il y a 3 régimes ici qui pourraient être d'application. Le premier, c'est le plus connu, c'est la flat tax. La flat tax, c'est 30% sur la plus-value. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais vendre mes cryptos, je vais regarder le prix auquel je les avais achetés, par exemple, et le battement, c'est la petite plus-value, là, je vais payer 30%. Il y a aussi une petite subtilité, éventuellement le barème progressif de l'impôt sur le revenu qui peut être demandé pour un particulier, si c'est dans le cas de la gestion, en fait, d'un patrimoine privé, tout simplement. Par contre, dès que je passe dans le côté plutôt professionnel, c'est-à-dire que je vais faire énormément de transactions, parce que là, il me semblait qu'il y avait quand même un nombre de transactions qui pouvait être important, là, on peut passer sous le régime plutôt des BIC. Donc là, c'est différent, c'est plutôt à titre professionnel, en fait, qu'on va acheter et revendre des cryptos. Et là, c'est l'entreprise qui va déclarer, du coup, ses gains. Et sinon, il y a une petite nouveauté, c'est le régime B
BNC. Et là, ça peut être une requalification d'un particulier qui pourrait presque être vu comme un professionnel, mais qui ne l'est pas. Et deuxième option, c'est si vous faites du stacking. Vous pouvez aussi tomber sous le régime du BNC. Vous nous rappelez ce que c'est que le stacking ? Alors le stacking, il y a une éligibilité, si vous voulez, pour pouvoir faire du stacking. C'est toutes les blockchains qui fonctionnent en proof of stake, donc la preuve d'enjeu. À l'inverse d'un Bitcoin qui fonctionne en proof of work. Ethereum, par exemple, fonctionnait en proof of work. Et puis, après de merge, en 2022, il est passé en proof of stake. Et donc, dès qu'on a une blockchain qui permet en fait le proof of stake, donc la preuve d'enjeu, je peux, moi, détenteur de la crypto native, en fait, de cette blockchain, mettre cette crypto en enjeu et en fait, je vais toucher des revenus. Alors, ça permet de contrer un petit peu l'inflation de cette crypto. Ça permet de générer des revenus. Alors, c'est dans la monnaie, donc dans la crypto nationale plutôt native de la blockchain que je vais toucher mes revenus. Et c'est vrai que c'est très apprécié par la plupart des investisseurs qui décident finalement sur plusieurs années de générer du revenu. C'est vrai que ça fait travailler les cryptos. Donc ça, c'est le stacking. Voilà. Nico nous demande, pour vous Manuel, je souhaiterais avoir l'avis de vos experts sur la crypto-monnaie RSR. L'ancien directeur de cette crypto va passer à la direction de la SEC et cela m'interroge. Alors c'est une bonne question. Donc déjà RSR c'est le protocole qui s'appelle Reserve Protocol. Alors c'est un protocole qui est du domaine de la finance décentralisée, qui fonctionne sur Ethereum et qui offre tout un tas de services qui sont particulièrement innovants et particulièrement intéressants. Par exemple, vous pouvez aller sur Reserve Protocol et vous pouvez créer votre propre index de crypto. Éventuellement le proposer à différents investisseurs, etc. Exactement comme un financier classique est capable de créer son propre index et ainsi de suite. Reserve vous permet également de créer des produits de rendement. Là aussi, ce sont les investisseurs eux-mêmes qui vont être à même de créer leurs propres produits de rendement et de les gérer de la façon qu'ils estiment la plus intéressante possible. Et enfin, vous permet même de créer des stablecoins avec des réserves en crypto comme en stablecoin pour pouvoir créer véritablement votre propre stablecoin. Donc c'est des produits financiers particulièrement intéressants, particulièrement innovants. Je dirais que Reserve Protocol est vraiment un protocole intéressant au point de vue technologique. Maintenant, on est sur le marché de la crypto et c'est pas parce que malheureusement un projet est technologiquement avancé qu'il va attirer l'intérêt des investisseurs qui, pour beaucoup, malheureusement, vont se reporter sur des meme coins qui ne sont pas extrêmement bien cotés technologiquement. Il y en a d'autres, des projets comme ça, mais celui-là est particulièrement intéressant. Alors, maintenant, le lien avec Paul Atkins. Donc Paul Atkins, c'est la personne qui va être le nouveau chairman de la SEC, le gendarme de Gary Gensler. De Gary Gensler, et on le sait, hein, et vous en avez déjà parlé, Gary Gensler était quelqu'un qui était particulièrement agressif à l'encontre du marché de la crypto. Et donc aujourd'hui, on a vraiment un véritable changement global de vue sur la chose, puisque Paul Atkins, c'est quand même quelqu'un qui connaît bien le monde de la crypto, puisqu'il était le directeur de la Token Alliance, qui était une sorte de lobby pour l'adoption des cryptos aux États-Unis, qu'il a un portefeuille d'actifs, pas directement de la crypto, mais d'actions et de parts d'entreprises crypto qui vaut à peu près 6 millions de dollars. Alors malheureusement, Paul Atkins n'était pas le directeur du projet Reserve Protocol, il était l'un de ses conseillers, ce qui est déjà pas mal, ce qui est intéressant. Ce qu'on peut en retenir, c'est que Reserve Protocol, c'est un protocole intéressant au point de vue technologique. Malheureusement, pas de garantie qu'il va effectivement grimper en valeur ou quoi que ce soit. Et que fondamentalement, Paul Atkins va nous amener très probablement à un grand changement de la part des autorités de régulation américaines sur le marché de la crypto. Voilà pour la réponse très documentée à Nico. Il y a Chris qui vous demande, Morgane. J'entends souvent parler des cryptos quand des dealers fanfaronnent de pouvoir se faire payer en crypto, voire des délinquants qui proposent plusieurs millions d'euros à des policiers roumains pour être libérés. Bref, on est dans la délinquance. Il se demande, Chris, quel est le pourcentage estimé à votre avis des investissements qui restent honnêtes? Oui, c'est très bien de poser la question. C'est vrai. Totalement. Et c'est une question quelque part. Bon, voilà,
on nous la pose souvent, hein, nous, dans l'écosystème. Alors, il y a une enquête qui a été faite par Chain Alicis en 2023. Et en fait, le nombre est vraiment ridicule des transactions crypto qui sont liées avec des activités de type criminel. On parle de 0,34%. Donc, ça veut dire que la plus grosse majorité des transactions qui se font sur notre écosystème, eh bien, elles sont légales, elles sont légitimes. Donc, c'est quand même important de rappeler que, alors oui, c'est un écosystème jeune. Bitcoin, au départ, n'était peut-être pas le Bitcoin d'aujourd'hui. Il n'était peut-être pas utilisé pour les mêmes choses. Mais par contre, quand on a un actif qui est aujourd'hui potentiellement une réserve fédérale de plusieurs États et qui est acheté par des entreprises qui sont cotées en bourse, on n'est quand même plus dans la même dimension. Et quand on sait que le PIB mondial, il y a 2 à 5%, si je ne me trompe pas, du PIB mondial qui sont liés au blanchissement d'argent. Oui, c'est ça. Quand on compare à chez nous, il y a une traçabilité. Enfin, les gens ont compris, enfin, les criminels, qu'utiliser finalement notre écosystème, c'était peut-être pas la meilleure idée. C'est pas forcément la bonne idée. Et ce qu'il faut se poser aussi comme question, si on se pose la question de l'utilisation des cryptos sur la criminalité, c'est combien de dollars est utilisé aussi dans la criminalité et faire le rapport avec effectivement les autres monnaies. Mais très bonne réponse effectivement. Armand demande à Manuel, je me permets de vous écrire puisque je me pose des questions au sujet des cryptos et de la réglementation. La France applique-t-elle des mesures supplémentaires au règlement MiCA pour octroyer l'agrément PSCA ? On y travaille. Manuel. Exactement. Alors le sujet de la régulation est évidemment relativement aride et peut être considéré comme peu intéressant, mais c'est quand même quelque chose qui est essentiel à comprendre à l'intérieur de l'écosystème crypto. Alors ce qu'il faut rappeler, c'est que la France, elle a vraiment été pionnière dans le domaine de la régulation du marché des cryptos, puisque dès 2019, on a eu la loi Pacte qui a encadré le marché des cryptos et qui a permis de créer un statut, donc le statut qui s'appelle prestataire de services sur actifs numériques, et qui a encadré les entreprises françaises. Aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près 70 entreprises françaises qui ont l'enregistrement PSAN et qui a permis du coup l'émergence et l'éclosion de l'écosystème français relativement tôt. L'Europe s'y est pris un peu plus tard et donc avec le règlement MiCA, qui est aujourd'hui en cours d'être adopté et en cours d'être validé par l'ensemble des États européens. Alors, est-ce que la France est plus rigide que l'Union européenne ? Pas vraiment. À l'heure actuelle, pour l'instant, ce qu'on a, c'est qu'on va appliquer les textes qui sont définis par MiCA à peu près tels quels. Là où il peut y avoir un loup, et j'en ai discuté pour préparer l'émission avec notre équipe de conformité, qui m'ont dit que certes, on va appliquer les mêmes textes qui vont être appliqués au niveau européen, mais l'interprétation de ces textes peut être légèrement différente. Et ce qu'on a pu en entendre, c'est que l'interprétation des textes par l'AMF sera un peu plus stricte que ce qu'on peut voir dans d'autres pays, comme par exemple à Malte ou à Chypre, où il y a déjà eu des enregistrements MiCA. Mais qui ont été visiblement un petit peu plus sympathiques que ce qu'on va pouvoir avoir en France. Mais au final, ces réglementations vont pouvoir permettre de protéger les consommateurs et les investisseurs. Donc au final, c'est une bonne chose. Bon, après, dans la course, hein, on perd quand même du temps. Si en Europe, on commence à avoir des certifications MiCA, il va falloir que l'AMF s'y mette aussi. Ceux qui sont certifiés PSAN ont 18 mois pour se mettre en conformité, il me semble, depuis la fin de l'année dernière. C'est ça, hein, Nicolas ? Alors, il va y avoir une petite période d'adaptation. Oui. Et on va pouvoir devenir agréé MiCA jusqu'en 2026. Non, un peu de temps, en tout cas. Encore un peu de temps. Fabien vous demande, Morgane, une question un brin philosophique, pour le coup. Quelle est l'origine de la monnaie numérique ? Oui, alors j'aime bien cette question parce que ça me permet quand même de retracer ce qui s'est passé avant Bitcoin, parce que finalement Bitcoin, c'est la première crypto qui a eu une adoption mondiale depuis 16 ans, la première réussite en fait. Et quand on s'intéresse aux ancêtres du Bitcoin, c'est comme ça que moi je les appelle, il y a 3 personnages principaux qui sont quand même assez intéressants, David Chaum, Nick Szabo et Adam Back. Ils ont essayé tous les 3 de créer des projets. Certains ressemblaient à Bitcoin, certains ressemblent plutôt à Ethereum, surtout celui de Nick Szabo, au niveau des smart contracts, etc. Mais tout ça pour dire qu'ils ont tenté en fait de créer cette fameuse monnaie numérique, on appelle ça comme ça, mais la possibilité de s'échanger de la valeur de personne à personne sans une autorité centrale, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que
quand Satoshi Nakamoto, qui est le créateur de Bitcoin, a décidé de créer son white paper, donc c'est 9 pages, qui vont en fait résumer quel est le projet que je veux mettre en place. Et donc en fait, par où ça démarre? Ça démarre par une idée, par quelqu'un qui a envie de porter un projet. Ici, en l'occurrence, la première crypto mondiale, c'était Satoshi Nakamoto. Est-ce que c'est un homme, une femme, un groupe de personnes? Nous ne saurons jamais. Oui. Voilà. Mais l'idée, c'est, je pars de mon idée, je crée un livre blanc, j'explique quel va être mon projet. Et puis ensuite, j'ai besoin de développeurs parce que finalement, qu'est-ce que c'est? C'est du code. La blockchain, les cryptos, c'est du code. Donc en fait, c'est ça les étapes finalement, mais c'est intéressant quand même de rappeler que Bitcoin, il est parti quand même de certains projets qui ont eu des soucis et je pense qu'il a appris des erreurs. C'est ça, des échecs des autres en quelque sorte, ça s'est fait en plusieurs étapes. Totalement. Et la preuve de travail, notamment, c'est Adam Back qui l'a introduite dans son propre projet. C'était pour les spams au niveau des mails. Qui garantit une sécurité incroyable sur le projet Bitcoin. Exactement. Ça prouve en fait, il y a une forme de calcul et je trouvais que c'était intéressant. D'ailleurs, il l'a mentionné dans le white paper. Donc, il a appris des erreurs des autres projets, Bitcoin, pour ensuite s'envoler et devenir l'actif qu'on connaît aujourd'hui. Paul vous demande, Manuel, comment expliquer la baisse plus significative de Solana par rapport aux autres cryptos? Et pensez-vous que ça représente une opportunité d'achat? Quand ça baisse, faut acheter. Bien sûr. Buy the dip, comme on dit. Oui. Alors, il faut rappeler que Solana est donc une blockchain qui est centrée sur les smart contracts et le développement d'applications décentralisées de type finance décentralisée. En fait, on peut considérer que Solana, aujourd'hui, est le premier concurrent, le premier challenger d'Ethereum. On en parlait, Ethereum, c'est la blockchain qui a inventé le concept de smart contract. On parle souvent d'Ethereum comme étant la blockchain programmable. Et en fait, depuis la création d'Ethereum, en fait, vous n'avez quasiment plus aucune blockchain qui a été créée qui n'implémente pas le concept de smart contract, tellement c'est devenu absolument essentiel au fonctionnement d'une blockchain. Donc aujourd'hui, Solana, c'est un des concurrents principaux, sinon le concurrent principal d'Ethereum. Et comme dit votre invité, Solana a connu une très forte hausse au cours des derniers mois. Et depuis le mois de février, elle est quand même relativement en forte baisse. Alors pourquoi ? Parce que ce qu'on a constaté, c'est que fondamentalement, Solana est devenue aujourd'hui la blockchain des memecoins. Il y a énormément de memecoins et de plateformes permettant de créer des memecoins qui sont développées. On pense par exemple à la plateforme la plus connue qui s'appelle Pump.fun, qui vous permet de créer votre propre memecoin en quelques minutes et qui malheureusement ont des durées de vie qui se montent en heures, voire en minutes. Et donc, ce qu'on a constaté, c'est que depuis le début de l'année, et surtout depuis le mois de février, il y a une baisse assez forte de l'intérêt des investisseurs pour les memecoins. Et ça se ressent très violemment sur Solana, parce que du coup, l'activité sur Solana, elle a diminué très fortement. Et je dirais qu'aujourd'hui, le problème fondamental de Solana, c'est d'être autant lié à la problématique des memecoins. Je dirais que pour que Solana redevienne un placement intéressant, il faudrait qu'elle puisse arriver à se diversifier. Il faudrait qu'elle arrive à attirer des projets innovants. On a parlé tout à l'heure de Reserve qui offre vraiment des produits financiers intéressants. Donc il faudrait qu'on trouve des projets similaires avec de la DeFi sur Solana, avec des projets véritablement intéressants pour véritablement relancer un énorme intérêt. Quelques chiffres. À l'heure actuelle, ce qu'on appelle la TVL, c'est-à-dire les fonds investis dans les smart contracts sur Solana, c'est aux alentours de 6 milliards de dollars, ce qui reste très petit par rapport aux 48 milliards de dollars qui se trouvent à l'heure actuelle investis sur la blockchain Ethereum. Et qui nous montre très clairement que Solana accuse toujours du retard sur les applications, notamment DeFi, par rapport à Ethereum. Et dernière chose, aujourd'hui, Solana, en termes de valorisation, ne représente que 2,4% de l'ensemble du marché des cryptos. Ça reste quand même assez modeste. Ouais, très intéressant. En tout cas, ça pourrait lui porter un coup fatal, réputationnel, si elle ne se démarque pas de cette mode des memecoins. Tout à fait. Stéphane vous demande, alors là on est dans la période fiscale et ça se sent, on a des questions effectivement à ce sujet, Morgane. Pourriez-vous expliquer sur quoi porte précisément l'imposition sur les cryptos? Est-ce que c'est sur la somme d'entrée et de sortie, ou bien est-ce que c'est sur toutes les transactions d'achat-vente? Ça c'est la première question. Par exemple, si j'ai acheté 100 fois des cryptos et que j'ai vendu 100 fois parfois en faisant un bénéfice, est-ce que l'imposition portera sur les bénéfices particuliers de ces transactions? Bref, comment ça fonctionne, la déclaration sur ce qui est entré et sorti de mon compte en crypto? Oui, alors j'en ai parlé un petit peu plus tôt. La flat tax, c'est en fait le battement que vous allez avoir, la plus-value que vous allez faire par rapport au prix d'achat auquel j'ai acheté un actif. Lorsqu'il y a une cession d'actifs, eh bien là, je vais être taxé sur cette plus-value. La flat tax, c'est
30%. Si jamais, en tant que personne privée, que je fais une gestion classique de mon patrimoine, là, je peux demander le barème progressif. Alors là, on oscille entre 11 et 48%, si je ne me trompe pas. Mais ça porte bien sur la plus-value. Donc, pour répondre à la question de Stéphane, si je ne me trompe pas, Stéphane, ça va vraiment, il va falloir qu'il calcule à quel prix il a acheté l'actif et à quel prix il va en fait le revendre. Parce que finalement, ce qu'il fait, c'est de l'achat-revente. Donc, c'est une cession d'actifs quelque part. Les plateformes, est-ce qu'elles fournissent, par exemple, toutes ces lignes d'achat-vente, cet historique, on y a accès, a priori? Oui, heureusement. Effectivement, en fait, alors si vous allez, ça dépend des plateformes. Je crois que la question était sur Binance. Donc, quand on va sur l'onglet Trading, donc c'est là où on peut acheter et vendre nos cryptos, on a une espèce de chart qui arrive quand les personnes voient ça pour la première fois, ils pensent souvent qu'ils rentrent dans la matrice, tout va bien. En fait, ça nous montre simplement le cours de l'actif et on peut mettre des ordres au marché, des ordres limites, on peut faire plein de choses. Et en fait, quand on descend tout en bas, on a un historique de toutes les transactions qu'on a faites. Alors attention, à partir d'un certain délai, j'ai l'impression qu'on n'a plus trop accès, donc il ne faut pas non plus attendre 2-3 ans. Mais par contre, souvent, oui, vous avez toutes vos transactions qui sont là. Donc vous retrouvez l'heure d'achat, la date, et ça vous donne le prix de l'actif. Oui, c'est ça, et on a la déclaration de toute façon sur l'année qui précède, simplement. Bien sûr. Oui. Intéressant, effectivement. Stéphane, vous continuez à nous poser des questions si vous avez des questions d'ordre fiscal. C'est intéressant et c'est le moment. Richard vous demande, Manuel, je lis régulièrement des informations positives sur Render, avec notamment son partenariat avec Apple. Il est souvent mentionné que son potentiel de hausse est très important à court terme. Qu'en pensez-vous ? Alors, il faut rappeler ce que c'est que Render. Oui. Donc, Render, c'est une place de marché qui permet de s'échanger de la puissance de calcul, centrée principalement sur les cartes vidéo. Donc, on a dit ça, on a un peu tout dit. C'est-à-dire, l'idée, c'est que si vous avez, par exemple, besoin d'effectuer des calculs, par exemple pour faire du rendering sur du jeu vidéo ou sur des applications, par exemple des animations pour des films, eh bien vous avez besoin d'une grande puissance de calcul, et une puissance de calcul qui vous est fournie par des cartes vidéo. Et vous n'avez pas ça forcément sous la main, donc vous pouvez louer de la puissance de calcul de cartes vidéo, et c'est là que vient en place Render. Avec en face, eh bien vous, moi, si on a par exemple un PC dans un coin qui ne fait rien de la journée, eh bien on pourrait louer notre carte vidéo qui serait utilisée pour générer le dernier film Pixar ou le dernier jeu vidéo à la mode. Pourquoi pas, c'est intéressant. Et ça peut se faire du coup sur cette place de marché décentralisée où les gens vont pouvoir décider à tout moment de la journée soit de louer de la puissance de calcul, soit de l'emprunter et de payer pour pouvoir le faire. Alors formidable, c'est une idée qui est excellente. Alors c'est une idée qui a quand même un certain nombre de faiblesses. La première, c'est que malheureusement Render est encore un peu cher et que malheureusement aujourd'hui ça reste encore moins cher d'acheter de la puissance de calcul auprès d'acteurs centralisés que auprès de Render. Et le deuxième problème, c'est le gap technologique qu'il faut franchir. Il faut se lancer dans le monde de la crypto, il faut avoir un portefeuille crypto pour pouvoir acheter directement sur Render, et un certain nombre d'entreprises ne sont pas forcément prêtes à faire le pas d'ores et déjà aujourd'hui. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Malgré tout, donc d'un point de vue technologique, c'est un projet qui est intéressant. C'est un projet qui réplique un certain nombre d'autres acteurs. On peut penser à Filecoin, on peut penser à Theta, qui font ce genre de choses sur d'autres mécanismes de puissance de calcul ou de stockage de l'information. On a cette thématique sur le marché crypto du partage et de la location de ressources informatiques. Pourquoi pas, ça pourrait éventuellement se développer. Alors, ça pourrait d'autant plus se développer que on a découvert récemment que l'IA a également très besoin de cartes graphiques. Les acteurs comme ChatGPT ou autres, aujourd'hui, pour leurs calculs, utilisent également des cartes graphiques. Et donc là aussi, ça pourrait créer une forte demande pour Render. Dernier point, donc votre auditeur vous dit qu'il y a un partenariat avec Apple. Oui. Alors, c'est pas tout à fait le cas. Ce qu'on a vu, c'est que dans une vidéo de promotion du dernier iPad de Apple, ils ont mentionné vite fait en passant Render. On peut pas parler malheureusement encore de partenariat, mais c'est intéressant au moins qu'ils l'aient considéré. Alors,
bon investissement ou pas, ça va dépendre si effectivement Render parvient à avoir de la demande sur le marché pour l'utilisation de ces cartes graphiques et parvient à s'imposer comme un acteur de cette genre de marketplace. Luc demande à Morgane, existe-t-il un wallet qui supporte toutes les cryptos et qui est sécurisé, ou dois-je en avoir plusieurs ? C'est une bonne question et c'est vrai que quand on démarre dans cet écosystème, on ne se rend pas trop compte, mais il existe des portefeuilles natifs par blockchain. Donc soit je peux faire le choix d'avoir le portefeuille de ma crypto nativement qui est issu de la blockchain. Par exemple, sur la blockchain de Solana, on va avoir Phantom. Sur la blockchain d'Ethereum, on va avoir un MetaMask. Pour Bitcoin, vous avez des portefeuilles natifs aussi Bitcoin. Par contre, on a des portefeuilles qui sont un petit peu garants de plusieurs blockchains, donc qui permettent en fait de recevoir plusieurs cryptos de différentes blockchains, notamment Ledger, voilà, oui. Pionnier français qui permet ça, mais il y en a d'autres. Et donc l'idée, ça va être de se dire, déjà, est-ce que Ledger, il peut recevoir la crypto que je veux envoyer ? Parce que c'est vrai que Ledger n'a pas encore toutes les cryptos non plus, il en existe énormément, on en avait parlé. Mais une fois que moi, je vérifie dans mon Ledger, est-ce que je peux la recevoir ? Si la réponse est non, eh bien alors je vais aller chercher un portefeuille natif de la blockchain en question. Donc on peut avoir les deux options, soit je n'ai que des portefeuilles natifs, soit j'ai un portefeuille qui me permet de recevoir la plupart des cryptos que j'ai achetés. Les deux sont possibles. Pour terminer, vous avez 2 minutes, je vais vous poser la question à tous les deux. Il semble que sur Binance, on ne peut pas convertir des stablecoins en une autre crypto, nous demande Bernard. Morgane. Oui, alors on peut. Par contre, j'aimerais bien faire un petit avertissement ici avec Mika qui est rentré quand même en jeu, l'USDT, donc le Tether. Il a été délisté déjà de Coinbase. Oui. Là, on parle de Binance. Oui, il faudrait voir sur Binance, mais je pense que voilà, si c'est pas le cas, et ça va être très rapidement parce que en Europe, malheureusement, on ne peut plus. Donc, ce que ça veut dire, c'est que oui, vous pouvez. Quel stablecoin ? Parce qu'il existe le Pax Gold, il existe l'USDC, le DAI, on en a plein. Mais évidemment que c'est possible. En fait, c'est ça le but d'une plateforme d'achat. C'est aussi de pouvoir faire une conversion d'actif à actif, finalement. Ouais. La meilleure plateforme, vous pensez, Manuel ? CoinHouse, pour faire la conversion. Ce qu'on peut rappeler également, c'est que effectivement, l'USDT est aujourd'hui en perte de vitesse en Europe. Et du coup, ça donne pas mal d'oxygène à l'USDC de l'entreprise Circle, qui est à l'heure actuelle en train de préparer son entrée en bourse aux États-Unis. L'IPO, tout à fait. Ceci explique cela. Oui, exactement. Et ben voilà pour vos réponses à vos questions. Vous continuez à nous écrire crypto@bfmbusiness.fr. Merci beaucoup Morgane Landu, fondatrice de Crypto 360, Emmanuel Valande, cofondateur et directeur scientifique chez CoinHouse. Merci à tous les deux d'être venus. Merci pour vos conseils. Émission à revoir en podcast et en replay, évidemment sur notre appli, sur notre site. Je vous laisse entre les mains de Guillaume Sommerer, c'est BFM Bourse. Bonne journée sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club.